Alors bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'activité d'expert en ostéopathie. Avec mon groupe, nous allons vous parler de la musculature lombaire et dorsale et pour vous présenter les structures anatomiques, nous avons décidé d'utiliser un logiciel d'anatomie en 3D. Donc nous allons commencer par la face postérieure, nous allons partir du plus superficiel pour aller au plus profond et ensuite nous verrons la face antérieure et les faces latérales. Donc le premier muscle qu'on va vous présenter, le plus superficiel de la face postérieure, ça va être le grand dorsal, qui prend ses origines au niveau des processus épineux thoraciques, lombaires, du fascia thoracolombaire, des côtes et de la crête iliaque. Et il va venir s'insérer sur le sillon intertuberculaire de l'humérus. Donc au niveau des actions, il va faire principalement l'adduction, la rotation interne et l'extension de l'épaule. Il va être innervé par le nerf thoraco-dorsal au niveau de C6 et C8. Et pour sa vascularisation, il est vascularisé par l'artère thoraco-dorsale, intercostale postérieure et l'artère lombaire. Ensuite, on va retrouver le muscle dentelé postérieur inférieur qui s'origine au niveau des processus épineux thoraciques et lombaires et qui va venir s'insérer sur la surface externe des dernières côtes, c'est-à-dire de la 9e à la 12e. Alors au niveau des actions, ce muscle va venir faire une dépression des côtes au niveau de l'articulation costo-vertébrale et ce muscle est innervé par les rameaux antérieurs du 9e et 12e nerf thoracique. Au niveau de la vascularisation, on va retrouver les artères intercostales et subcostales. Donc pour le muscle iliocostal, on va avoir trois segments, le segment lombaire, thoracique et le segment du cou. Il va avoir ses origines au niveau des angles de la 3e à la 12e côte, de la crête iliaque, la face postéro-latérale du sacrum, et il va venir s'insérer sur les tubercules postérieurs des processus transverses cervicales et des angles de la 1re à la 10e côte. En termes d'action, il va faire l'extension et la latéroflexion de la tête et du tronc. Il est innervé par le rameau postérieur des nerfs lombaires, thoraciques et cervicales. Et pour sa vascularisation, on va retrouver l'artère occipitale, cervicale, vertébrale, lombaire et sacrale latérale, mais aussi l'artère intérocostale postérieure et sous-costale. Après l'iliocostal qu'on retrouve aussi plus latéralement dans les érecteurs du rachis, on a également le longissimus qu'on retrouve au niveau lombaire, thoracique et du cou également. Alors ce muscle prend origine au niveau des processus transverses, cervical et thoracique, des processus épineux lombaires et au niveau de la face dorsale du sacrum mais également de la crête iliaque. Et il va venir s'insérer au niveau du processus mastoïde, au niveau de l'os temporal, mais également des tubercules postérieurs, des processus transverses cervicales et des processus transverses thoraciques et lombaires, et également sur la 2e à la 12e côte. Alors au niveau de ces actions, permet une extension, mais également une rotation, une latéroflexion de la tête, et une extension et une latéroflexion au niveau du tronc. Au niveau de l'innervation, donc ce muscle est innervé par les rameaux postérieurs des nerfs lombaires, thoraciques et cervicales, et il est vascularisé par les artères occipitales supérieurement, mais également les artères cervicales, vertébrales, lombaires et sacrales latérales, et également les artères intercostales postérieures. Donc le muscle le plus médial qu'on va retrouver, ça va être le muscle épineux, qu'on va aussi retrouver au niveau lombaire, thoracique et au niveau du cou. Il va prendre ses origines au niveau de la ligne nucale, des processus épineux des vertèbres lombaires, thoraciques et cervicales. Et il va venir s'insérer sur les processus épineux thoraciques et cervicales également. Au niveau de ses actions, il va faire une extension et une latéroflexion du tronc, mais aussi du cou. Il est innervé par le rameau postérieur des nerfs thoraciques et des nerfs cervicaux. Et il va être vascularisé par l'artère occipitale, cervicale, vertébrale et lombaire, mais aussi par les artères intercostales postérieures et sous-costales. Ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons le muscle carré des lombes qui prend ses origines au niveau de la crête iliaque,
du ligament également iliolombaire, mais également de la 12e côte, la côte flottante, et des processus transverses des vertèbres lombaires. Alors au niveau des actions, il permet de faire une extension et une latéroflexion du tronc, hein, si le bassin est fixe, mais également une hémiflexion du bassin si le tronc est fixe, et il permet de faire également une stabilisation de la côte pendant l'inspiration. Alors il est innervé par les rameaux antérieurs des nerfs lombaires et thoraciques, et il est vascularisé par l'artère subcostale, les artères lombaires et les artères iliolombaires. Comme nous le voyons à l'écran, le muscle multifide prend ses origines au niveau de l'épine iliaque postéro-supérieur, mais aussi de la face dorsale du sacrum, des processus mammulaires des vertèbres lombaires et au niveau des processus transverses des vertèbres thoraciques et cervicales. Il va venir s'insérer sur les processus épineux des vertèbres lombaires, thoraciques et cervicales. Au niveau des actions, il va faire l'extension du tronc et du cou, mais aussi il va venir stabiliser la colonne vertébrale. Ce muscle est innervé par les branches dorsales des nerfs lombaires, thoraciques et cervicaux. Et pour sa vascularisation, on va retrouver les artères occipitales, cervicales, thoraciques, lombaires, sacrales, mais aussi l'artère intercostale postérieure. Alors ensuite, au niveau des paravertébraux, on va retrouver, comme vous le voyez ici à l'écran, le long rotateur et le court rotateur. Alors, ils partent des processus transverses, hein, des vertèbres thoraciques, et ils vont venir s'insérer sur la lame et le processus épineux des vertèbres adjacentes. Alors, le court rotateur va d'une vertèbre à une autre, alors que le long rotateur saute à chaque fois une vertèbre. Alors, ils ont la même action, ils permettent de faire une extension et une rotation du tronc, et également de stabiliser la colonne vertébrale. Ils sont innervés par les rameaux postérieurs des nerfs thoraciques et au niveau de la vascularisation par les artères intercostales postérieures. Ensuite, nous avons le muscle semi-épineux qui aura aussi trois parties. La partie au niveau de la tête, du cou et du thorax. Il a ses origines au niveau des processus articulaires supérieurs des vertèbres cervicales et des processus transverses thoraciques. Et il va venir s'insérer sur les processus épineux thoraciques cervicales, mais aussi au niveau de la ligne nucale inférieure de l'os occipital. Donc pour les actions, il va nous faire une extension et une rotation du tronc, du cou et de la tête. Mais aussi en plus de ça, il va venir stabiliser la colonne vertébrale. Donc au niveau de son innervation, il va être innervé par le nerf grand occipital, donc au niveau de C2, le troisième nerf cervical, mais aussi par le rameau postérieur des nerfs thoraciques et cervicaux. Et il va être vascularisé par l'artère occipitale, cervicale, vertébrale, mais aussi l'artère intercostale postérieure. Ensuite, toujours au niveau des paravertébraux, on va retrouver l'interépineux entre chaque épine des vertèbres. Donc on va retrouver au niveau lombaire, du thorax et du cou. Donc ça part du processus épineux supérieur, lombaire, thoracique et cervical, et va venir s'insérer au niveau du processus épineux inférieur, lombaire, thoracique et cervical. Au niveau des actions, il permet donc une extension du tronc et du cou et permet également, comme les autres paravertébraux, de stabiliser la colonne vertébrale. Il est quant à lui innervé par les rameaux postérieurs des nerfs lombaires, thoraciques et cervicales en fonction de la région, et est innervé par les artères occipitales, cervicales, vertébrales et lombaires et les artères intercostales postérieures. Alors maintenant, on va passer sur la face antérieure et on va commencer avec le muscle oblique externe. Alors le muscle oblique externe, qui est le plus superficiel, alors il prend ses origines au niveau du bord externe et inférieur de la 5e à la 12e côte et va venir s'insérer au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure, de la crête iliaque également, de la crête pubienne, du tubercule pubis et de la ligne blanche que l'on voit ici. Au niveau des actions, il va permettre de faire une flexion du tronc lorsqu'il se contracte bilatéralement, mais également une flexion latérale et rotation contralatérale.
et il permet de soutenir la cavité abdominale et les viscères. Au niveau de l'innervation, il est donc innervé par les rameaux antérieurs des nerfs thoraciques et est vascularisé par l'artère, les artères intercostaux et subcostaux et épigastriques. Au même niveau, on va retrouver le muscle oblique interne qui va prendre ses origines au niveau de la crête iliaque, du ligament inguinal et au niveau du fascia lombaire. Et il va venir s'insérer sur les dernières côtes, donc de la 10e à la 12e, au niveau du cartilage costaud, aussi de la ligne blanche et du pecten du pubis. Pour ses actions, il va faire une flexion du tronc, une flexion latérale et une rotation homolatérale. Et il va aussi venir faire un support de la cavité abdominale. Au niveau de l'innervation, il va être innervé par le rameau antérieur des nerfs thoraciques, du nerf ilio-hypogastrique et ilio-inguinal. Et il sera vascularisé par l'artère postérieure intercostale, subcostale et épigastrique. Ensuite, nous allons retrouver le transverse qui prend ses origines au niveau des cartilages costaux, de la 7e à la 2e côte, mais également du fascia thoraco-lombaire, de la crête iliaque et du ligament inguinal. Il va venir s'insérer sur la ligne blanche, mais également sur la crête pubienne et le pecten. Alors ce muscle, il permet surtout une compression et un support abdominal, notamment au niveau des viscères. Et il est innervé par les rameaux antérieurs des nerfs thoraciques, ilio-hypogastriques et ilio-inguinal. Il est vascularisé par les muscles intercostaux, subcostaux et les artères épigastriques. Et plus superficiellement, on va retrouver le grand droit de l'abdomen qui va prendre ses origines au niveau de la crête du pubis et de la symphyse pubienne. Il va venir s'insérer sur le processus xiphoïde et les cartilages costaux. Pour ses actions, il va faire une flexion du tronc et aussi supporter les autres abdominaux. Il va être innervé par le rameau antérieur du nerf thoracique et vascularisé par l'artère épigastrique supérieure et inférieure. Ensuite, pour terminer, on va retrouver le muscle iliopsoas qui se compose de deux muscles, le psoas, le grand psoas et le muscle iliaque. Alors on va le considérer comme un seul muscle. Il s'origine de la fosse iliaque interne et des processus également transverses des vertèbres de T12 jusqu'à L5. Et il va venir s'attacher ici au niveau de l'humérus sur le petit trochanter. Alors au niveau de l'action, c'est le principal fléchisseur de hanche. Et il est innervé par les rameaux antérieurs des nerfs lombaires, alors ça c'est surtout pour le psoas, et par le nerf fémoral pour le muscle iliaque. Et enfin il est vascularisé par l'artère iliolombaire, l'artère obturatrice, l'artère fémorale et l'artère iliaque externe. Voilà, c'était tout pour cette présentation. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.